Bonjour, je suis Dr Bouhidel, médecin du travail. Ce cours est destiné aux étudiants de 6e année de médecine. Il est intitulé Bruit et santé. À la fin de ce cours, l'étudiant devrait être en mesure de comprendre les caractéristiques du bruit, d'identifier les effets du bruit sur l'organisme, de rechercher les critères de diagnostic de la surdité professionnelle, d'évaluer la gravité de la surdité selon les stades audiométriques et de planifier une conduite médico-légale. Voici le plan du cours. Nous allons d'abord aborder le bruit et ses caractéristiques, puis l'audition et sa physiologie, et enfin les effets du bruit sur l'organisme, notamment les effets extra-auditifs, l'effet masque et les effets sur l'audition, c'est-à-dire la fatigue auditive et la surdité professionnelle que nous allons détailler en commençant par les mécanismes physiopathologiques, les travaux exposants, les facteurs favorisant, son diagnostic clinique et différentiel, son traitement, sa prévention et enfin sa réparation. Comme introduction, le bruit constitue à l'heure actuelle l'une des nuisances les plus importantes de l'environnement du travail. Il est présent dans la quasi-totalité des secteurs d'activité économique et malheureusement il est en progression avec les progrès croissants des technologies. L'exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut avoir diverses répercussions sur la santé, dont la plus redoutable est la surdité professionnelle, qui occupe en Algérie la première place des maladies professionnelles déclarées et indemnisées. Maintenant, le bruit, c'est quoi? Le bruit est toute sensation auditive désagréable et gênante. On peut dire aussi que c'est un son désagréable. Et le son est un phénomène physique d'origine mécanique qui consiste à une variation généralement de très faible pression, de vitesse vibratoire ou de densité de fluide, c'est-à-dire selon qu'il soit dans un milieu solide ou liquide. Et cette variation de pression va se propager en modifiant progressivement l'état de chaque élément du milieu considéré, donnant ainsi naissance à une onde acoustique. Cette onde est reçue par l'oreille, transmise au cerveau, c'est ce qu'on va voir dans la physiologie de l'audition. Un son pur est un son produit par une seule fréquence et est représenté par un mouvement vibratoire simple qui est la sinusoïde. Et on parle de sons purs ou sinusoïdaux qui se rencontrent rarement dans notre quotidien. Et voici la représentation d'un son pur sinusoïdal et d'un son complexe ou un bruit avec des fréquences variées. Principales caractéristiques du bruit sont la fréquence qui indique le nombre d'oscillations ou de vibrations par seconde. On traduit aussi la fréquence par le terme hauteur. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, et plus la fréquence est faible, plus le son est grave. Elle est exprimée en Hertz. Un son par exemple de 20 Hz est grave, alors qu'un son de 2000 Hz est aigu. Et voici en bas la bande de fréquence audible par l'homme qui va de 20 à 20 000 Hz, avec une zone de fréquence conversationnelle qui oscille entre 200 et 2000 Hz. Les sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz sont appelés les infrasons et ceux supérieurs à 20 000 Hz les ultrasons. Deuxième caractéristique, l'amplitude. C'est une grandeur qui renseigne sur l'énergie transposée par une vibration. Elle correspond à l'intensité du bruit et elle est exprimée en décibels. On distingue alors les sons de faible intensité et les sons de forte intensité. La troisième caractéristique est la durée ou la distribution en fonction du temps. Et on distingue le bruit continu qui est un bruit constant et stable, le bruit intermittent qui est une combinaison de périodes calmes et bruyantes, et la plupart des bruits industriels sont intermittents, et le bruit impulsionnel qui consiste en des émissions sonores brusques de très forte intensité et de très courte durée, inférieures à 1 seconde, comme celui du marteau-piqueur. Pour la physiologie de l'audition, on va faire un rappel sur l'oreille qui est divisée en 3 parties. L'oreille externe,
constitué par le pavillon et le conduit auditif externe, qui a un rôle de captation, d'amplification et de localisation des sources sonores. L'oreille moyenne constituée par le tympan et la chaîne des osselets, qui a un rôle de transmission de l'onde acoustique sous forme d'oscillation mécanique et aussi un rôle protecteur par la contraction des muscles stapédiens lors des intensités sonores élevées, supérieures à 85 décibels et surtout graves, ce qu'on appelle le réflexe stapédien ou le réflexe acoustique. L'oreille interne est constituée des canaux semi-circulaires et le vestibule qui contient les récepteurs de l'équilibre. Et de la cochlée. La cochlée, c'est le véritable organe de l'audition qui abrite l'organe de Corti, responsable de la transformation de l'énergie mécanique en signaux électriques. Alors comment cela va se produire? Le son émis par une source sonore sous forme de vibrations de particules dans l'air est capté par le pavillon. Ces vibrations sont transmises jusqu'au tympan qui va vibrer et mettre en mouvement la chaîne ossiculaire jusqu'à la fenêtre ovale. Puis, les ondes de pression vont se propager dans le milieu liquide de la rampe vestibulaire qu'elle parcourt de la base au sommet. Ce mouvement de périlymphe va mettre en mouvement par vague de compression l'onde en lymphe contenue dans le canal cochléaire, ce qui va stimuler les stéréocils des cellules ciliées externes et cellules ciliées internes. Alors, les cellules ciliées externes vont servir d'amplificateurs et les cellules ciliées internes d'analyseurs de fréquences. Le mouvement des stéréocils induit une contraction et une réaction biologique dans les cellules avec dépolarisation, ce qui provoque une réaction électrophysiologique au niveau des filaments nerveux du nerf auditif. Le son est ainsi transformé en énergie électrique qui va être envoyée au cerveau et interprétée. On compte environ 20 000 cellules ciliées qui se trouvent dans la cochlée, qui ont pour rôle, comme on l'a dit, de transformer l'énergie mécanique en impulsion électrique et les transmettre au cerveau par le nerf auditif. Voyons une coupe dans la cochlée qui montre les deux rampes vestibulaires et tympaniques où règne le périlymphe et en milieu le canal cochléaire où se trouve l'organe de Corti, qui est agrandi dans l'image à côté et qui est constitué de cellules ciliées externes et internes. Il faut savoir que chaque fréquence sonore va stimuler la cochlée à un certain niveau. Les basses fréquences sont captées par le sommet ou l'apex et les hautes fréquences par la base de la cochlée. C'est ce qu'on appelle la tonotopie cochléaire. La haute sensibilité dans la gamme des fréquences moyennes, notamment autour des 4000 Hz, entraîne une forte amplification de l'énergie sonore et induit donc une vulnérabilité plus importante. Après ce rappel, on passe aux effets du bruit sur l'organisme. Il y a d'abord des effets extra-auditifs, qui sont les effets neuropsychiques et cognitifs, à type de céphalée, irritabilité, anxiété, troubles de l'humeur, troubles du comportement et de la concentration, diminution de la vigilance et surtout la perturbation du sommeil. Les effets cardiovasculaires se manifestent par une augmentation de la fréquence cardiaque et surtout de la tension artérielle. Et les effets digestifs sont peu spécifiques à type de dyspepsie, d'hypersécrétion gastrique. On parle d'effet masque lorsqu'un son n'est plus perçu à cause de la présence simultanée d'un autre son, sachant que le son fort masque le son faible et le son grave masque le son aigu. Et cet effet peut avoir comme conséquence la perturbation de la perception de signaux de sécurité, la perturbation de la localisation spatiale d'un bruit et la perturbation de la perception du message verbal. Les effets du bruit sur l'audition sont la fatigue auditive et la surdité professionnelle. La fatigue auditive correspond à l'élévation temporaire du seuil de l'audition. Il s'agit d'un mécanisme de protection en mettant au repos l'organe de l'audition après une longue exposition à un stimulus sonore. La fatigue auditive est complexe et basée principalement sur deux mécanismes: le raccourcissement des racines des stéréocyles et la vacuolisation par accumulation de glutamate dans la fente synaptique, ce qui entraîne une hyperconcentration ionique qui engendre un flux osmotique et la formation du vacuole au niveau des boutons dendritiques, ce qui stoppe la genèse de potentiels neurosensoriels. Les symptômes de la fatigue se manifestent sur une courte durée, généralement ils sont réversibles après 14 heures. Les lésions se localisent souvent dans les 4000 Hz,
donc la fatigue auditive constitue un signal d'alarme. La surdité professionnelle, c'est l'élévation irréversible du seuil de perception auditive secondaire à l'exposition au bruit industriel. Elle se caractérise par une surdité de perception pure, bilatérale, le plus souvent symétrique, définitive et irréversible. Les mécanismes physiopathologiques de la surdité professionnelle. L'exposition prolongée au bruit entraîne des lésions mécaniques par destruction de la majorité des cellules ciliées externes et à moindre degré des cellules ciliées internes, et des lésions métaboliques qui résultent des lésions synaptiques comme dans la fatigue auditive et avec l'augmentation de la taille des vacuoles pouvant provoquer l'éclatement de la synapse, et le stress oxydatif et l'hyperproduction des radicaux libres qui jouent un rôle dans l'altération des cellules ciliées externes. Les travaux exposants sont multiples. On cite la métallurgie et la transformation des métaux, l'industrie du bois et du papier, la construction, notamment bâtiments travaux publics, l'industrie des produits minéraux, l'industrie des équipements mécaniques, construction navale, aéronautique, la construction ferroviaire, l'industrie automobile, l'industrie textile, les éditions, l'imprimerie, la production, les industries agricoles et alimentaires. Les facteurs favorisants. La nocivité du bruit dépend des facteurs liés au bruit et des facteurs individuels. Pour les facteurs liés au bruit, d'abord la fréquence. Les bruits aigus sont plus nocifs. L'intensité. Le seuil de nocivité du bruit se situe entre 85 et 90 décibels et quand l'intensité dépasse les 120 décibels, ça provoque une douleur. La pureté. Un bruit pur est plus dangereux qu'une association de bruits de fréquences variées. Le rythme. Les sons intermittents sont très nocifs. La durée d'exposition, les effets nocifs du bruit s'accumulent avec le temps. Et pour l'association avec les vibrations, l'effet traumatisant du bruit augmente lorsque les vibrations sont simultanément associées. Quant aux facteurs individuels, l'oreille est fragile avant l'âge de 20 ans et après l'âge de 50 ans. Les facteurs génétiques peuvent influencer la susceptibilité individuelle. Les otites moyennes, par exemple, sont aussi un facteur de risque. Et le tabagisme participe aussi à la destruction des cellules ciliées. Le diagnostic de la surdité professionnelle repose sur l'interrogatoire à la recherche de l'exposition professionnelle au bruit et aussi aux produits toxiques comme les solvants. Les antécédents ORL, la notion de traumatisme, la prise médicamenteuse, les signes d'accompagnement tels que les vertiges et les acouphènes. Puis l'autoscopie qui permet de vérifier l'intégrité du conduit auditif externe et du tympan. Et il est confirmé par l'audiométrie qui doit être réalisée 24 heures à 48 heures après l'arrêt de l'exposition et elle permet de mettre en évidence une surdité de perception bilatérale et symétrique. Alors, l'audiométrie tonale liminaire permet de distinguer 4 stades évolutifs. D'abord, le stade de surdité latente. Alors, à ce stade, le sujet ne se rend compte de rien. Seule la zone des fréquences de 4000 Hz est touchée. C'est l'encoche 4000 Hz ou le scotum auditif qui atteint 30 à 40 décibels de perte. Et la découverte est faite généralement lors d'un examen systématique. Deuxième stade, c'est le stade de surdité débutante. Alors à ce stade, l'encoche aux 4000 Hz s'approfondit jusqu'à 60 à 70 décibels et s'étend vers 3000 et 6000 Hz, puis vers les 2000 Hz, où il atteint le 30 décibels. Ici, la gêne fonctionnelle est constante parce que les fréquences conversationnelles sont touchées. Le sujet fait répéter, il n'entend plus certains sons, surtout s'ils sont aigus. Et l'intelligibilité des mots devient difficile, surtout s'ils sont courts et monosyllabiques. De légers troubles tels que les acouphènes, la sensation d'oreille bouchée apparaissent. Troisième stade, c'est le stade de surdité confirmé. Le déficit auditif sur les fréquences conversationnelles est important. Par exemple, 70 décibels à 1000 Hz et 40 décibels à 500 Hz et dépasse 30 décibels à 8000 Hz.
les acouphènes sont fréquents et les troubles de l'intelligibilité sont évidents. À ce stade, le retentissement social est important. Quatrième stade, c'est le stade de surdité sévère. À ce stade final, après 15 à 20 ans d'exposition, la perte auditive intéresse tout le spectre fréquentiel. La perception de la parole devient difficile avec handicap social majeur. Donc, si on reprend au stade de surdité latente, c'est le scrotum de 4000 Hz sans aucune gêne auditive et la découverte se fait lors d'un examen systématique. Au stade de surdité débutante, le scrotum s'étend à 70 décibels et vers les 3000 et 6000 Hz avec des acouphènes, des troubles de l'intelligibilité et une gêne fonctionnelle constante. Au stade de surdité confirmée, les fréquences conversationnelles sont touchées avec des acouphènes, des troubles de l'intelligibilité et un retentissement social important. Au stade de surdité sévère, c'est tout le spectre fréquentiel qui va être touché. La perception de la parole devient difficile avec un handicap social majeur. Le diagnostic de la surdité professionnelle est retenu devant l'exposition professionnelle au bruit qui dépasse 85 décibels, l'atteinte cochléaire, c'est-à-dire la surdité de perception pure, l'apparition progressive et insidieuse, le caractère bilatéral et symétrique, la prédominance sur les fréquences aiguës, le caractère irréversible et définitif, l'association avec les acouphènes qui peuvent exister à tous les stades. Et avant de poser le diagnostic de la surdité professionnelle, il faut éliminer un traumatisme sonore qui a un caractère unilatéral et sera considéré comme un accident de travail, un traumatisme de rocher, c'est pourquoi il faut rechercher la notion de traumatisme à l'interrogatoire, le nourrinom de l'acoustique aussi unilatéral, le presbyacousie qui est dû au vieillissement, sachant que le bruit accélère ce processus de vieillissement, l'origine toxique comme les solvants, monoxyde de carbone, l'origine médicamenteuse aussi qu'on doit rechercher à l'interrogatoire, telles que les aminosides, les diurétiques, les salicylates, la maladie de Ménière qui évolue par crise vertigineuse aiguë associée à la surdité et aux acouphènes. Alors le traitement, il n'y a pas de traitement curatif, car comme on l'a dit, la surdité professionnelle est irréversible. Mais elle n'est pas évolutive en elle-même, donc le retrait définitif du risque à un stade précoce permet d'arrêter sa progression, d'où l'intérêt du dépistage. Et au stade de surdité sévère, lorsque le retentissement social est important, on recommande la mise en place de prothèses auditives. La prévention. D'abord la prévention médicale. Les travaux exposant un niveau de bruit supérieur à 85 décibels imposent la mise en place d'une surveillance médicale spéciale. D'abord une visite d'embauche qui constitue un examen de référence à prendre en compte lors des visites médicales ultérieures et comporte un interrogatoire à la recherche d'antécédents personnels ou familiaux de surdité, d'antécédents d'exposition à des bruits visionnels ou de loisirs et des facteurs de susceptibilité individuelle, puis un examen médical complet à la recherche d'affections auditives, un examen otoscopique pour vérifier l'intégrité du conduit auditif externe et une audiométrie tonale. Les visites périodiques ont pour but d'assurer la conservation de la fonction auditive, d'éviter l'aggravation du déficit acquis, de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit. Cette surveillance est organisée tous les 6 mois et comporte un examen clinique général avec otoscopie et un examen audiométrique tonal en conduction aérienne. Pour la prévention technique, il faut savoir que les moyens collectifs sont les plus efficaces mais parfois difficiles à mettre en œuvre et ont pour but, premièrement, la réduction de l'émission du bruit, surtout lors de la conception, par le choix des machines silencieuses, puis la modification ou le remplacement de l'outillage bruyant, l'insonorisation des machines, leur entretien, leur capotage, l'isolation antivibratile des machines. Deuxièmement, la réduction de la propagation du bruit par l'utilisation des écrans anti-bruit,
le zonage acoustique par des cloisons et des panneaux anti-bruit. Troisièmement, la réduction de l'exposition au bruit par des mesures organisationnelles qui visent à diminuer le temps de l'exposition et la réglementation d'accès aux lieux de travail bruyants. Et quatrièmement, l'information et la formation des travailleurs sur les risques et sur les moyens de protection. La prévention technique individuelle consiste à mettre à la disposition des travailleurs des protecteurs individuels contre le bruit, qui sont les bouchons d'oreille prémoulés, qui sont disponibles en plusieurs tailles. Ils sont introduits dans le conduit auditif sans façonnage préalable. Ils sont réutilisables mais nécessitent un entretien. Ils offrent une atténuation de 20 décibels. Les bouchons d'oreille moulables. Ils sont écrasés entre les doigts avant leur introduction dans le conduit auditif externe. Ils offrent une atténuation de 35 décibels. Ils ne sont pas réutilisables. Les bouchons d'oreille personnalisés sont moulés sur mesure à partir de l'empreinte du conduit auditif externe, donc confèrent une meilleure efficacité et un meilleur confort. Le serre-tête anti-bruit est constitué de 2 coquilles garnies de coussinets souples recouvrant l'oreille externe et reliées par un serre-tête. Il assure une atténuation de l'ordre de 30 décibels. Les casques enveloppants comportent des coquilles munies d'oreillettes. Ils sont réservés aux professionnels exposés à des bruits très intenses. Les bouchons d'oreille filtrés ou protection active sont dotés de systèmes électroniques destinés à une atténuation fréquentielle sélective qui permettent la transmission de messages vocaux ou de signaux d'avertissement. Réparation. La surdité professionnelle est reconnue comme maladie professionnelle et réparée par le tableau numéro 42. La réparation exige un déficit d'au moins 35 décibels pour la meilleure oreille, un délai de prise en charge de 1 an et une durée d'exposition aussi de 1 an. Voici le tableau numéro 42 qui répare tout déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, avec un délai de prise en charge de 1 an réduit à 30 jours pour la mise en point des propulseurs et les réacteurs moteurs à piston. La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie qui est limitative, c'est-à-dire que le travail de la victime doit figurer dans cette liste. En conclusion, il faut retenir que l'exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés peut provoquer des effets neuropsychiques, cardiovasculaires, digestifs et auditifs, que la surdité professionnelle se caractérise par une atteinte cochléaire, c'est-à-dire de perception pure, que la surveillance audiométrique des travailleurs exposés au bruit est systématique et qu'une bonne démarche de prévention doit intégrer des actions de réduction du bruit dès la conception. Je vous remercie.